Le 28 juin 2025, 10 nations ont signé un document que personne n'attendait. La reconnaissance d'un jeune capitaine devenu président. Ce jour-là, les marchés se sont figés, les lignes diplomatiques ont grésillé, comme si la boussole du monde perdait le nord. Mais que signifie vraiment cette onde de choc, pour vous, pour nous, quand Ibrahim Traoré change la gravité du pouvoir ? Demain, l'histoire du Sahel ne sera peut-être plus écrite à Paris ni à Washington, mais à Ouagadougou même. Ce qui s'est passé ce matin-là à Ouagadougou n'était pas un simple geste diplomatique. C'était une déclaration de souveraineté, un pari risqué, presque impossible. Pour la première fois depuis un demi-siècle, un pays africain redéfinit sa légitimité sans permission étrangère. Les partisans de cette nouvelle ère y voient la preuve que l'indépendance peut enfin devenir concrète. Les sceptiques redoutent que le rêve tourne à l'isolement. Mais tous reconnaissent que quelque chose d'irréversible a commencé. La micro-accroche est simple. Et si la stabilité venait désormais du refus d'obéir ? Car dans les couloirs du pouvoir mondial, chaque signature de ce 28 juin résonne encore comme une note dissonante. Les investisseurs recalculent, les chancelleries chuchotent, les journalistes cherchent le bon cadrage. Pour Ibrahim Traoré, pourtant, la scène n'était pas celle d'un défi mais d'un redressement. Le Burkina Faso, dit-il, ne veut plus mendier la reconnaissance, il veut la fabriquer. Et c'est là que l'enjeu dépasse un pays, il touche à la façon même dont le monde mesure la dignité. La révélation est tombée au matin, claire et inattendue. 10 nations africaines, d'une même plume, avaient choisi de reconnaître officiellement le gouvernement de Ouagadougou. En quelques heures, le paysage politique d'un continent semblait s'être redessiné, et ce simple acte, porté par 10 signatures, a provoqué un basculement discret mais durable, car derrière la scène solennelle se jouait bien plus qu'un geste de solidarité régionale. Depuis des décennies, les capitales africaines vivaient dans l'ombre des chancelleries occidentales, où les décisions majeures se prenaient à des milliers de kilomètres des peuples concernés. Le Burkina Faso, petit pays enclavé du Sahel, venait de tracer une ligne dans le sable. La légitimité ne s'importerait plus, elle se cultiverait sur place. Dans les marchés de Londres comme dans les tours de verre de New York, les traders ont compris avant les diplomates, un ordre nouveau venait de naître. Les courbes de l'or ont grimpé d'une fraction, signe infime mais symbolique de l'anxiété des places financières. La Banque mondiale, prise de court, a convoqué une révision de ses programmes régionaux. Et pourtant, sur le sol de Ouagadougou, tout paraissait étrangement calme. Sous le soleil de juin, les drapeaux flottaient, les tambours résonnaient et la foule scandait un seul nom, Ibrahim Traoré. Pour les habitants, il n'était pas l'homme d'une rupture, mais celui d'une réparation. Ce que beaucoup ailleurs lisaient comme un défi, eux le vivaient comme une réappropriation. À travers cette journée s'écrivait une équation simple. Quand la reconnaissance vient de l'intérieur, l'équilibre mondial vacille. Et si ce 28 juin 2025 a tant marqué les esprits, c'est parce qu'il a révélé une vérité enfouie. La souveraineté n'est pas une faveur, c'est un état d'esprit. Dans la grande salle du palais présidentiel, les caméras cliquaient, les plumes tremblaient et les visages trahissaient à la fois la gravité et la fierté du moment. Parmi eux, une jeune diplomate burkinabé, à peine 30 ans, observait en silence. C'était la première fois qu'elle signait un document où son pays ne se présentait pas en demandeur, mais en acteur. Elle se souviendra longtemps de ce frisson, celui d'une histoire qui change de main. Quelques rues plus loin, dans le marché de Bobo Dioulasso, un vieil orfèvre suivait la cérémonie sur un petit poste de radio. Pour lui, cette reconnaissance n'était pas politique. Elle signifiait que l'or qu'il travaille depuis 40 ans ne servirait plus seulement à enrichir des inconnus lointains. C'était une restitution, pas une révolution. Entre ces deux destins, la diplomate du palais et l'artisan du marché, s'esquisse la portée réelle de l'événement. Ibrahim Traoré ne représente pas un pouvoir personnel, mais une inversion de regard. L'idée qu'un État, aussi modeste soit-il, puisse enfin se définir sans traducteur. Les premiers effets se voient déjà. Des jeunes ingénieurs montent des coopératives d'énergie locale, les ministères réévaluent leur budget sans attendre les audits étrangers. Les médias nationaux découvrent un ton nouveau, fait de prudence mais aussi d'assurance. Dans cette capitale encore habituée aux injonctions extérieures, le changement le plus frappant n'est pas dans les chiffres, mais dans la posture.
Le Burkina Faso lève enfin les yeux. Tout commence le 28 juin 2025, 10 heures précises. Les hymnes résonnent dans la salle de marbre du palais présidentiel. 10 ambassadeurs s'avancent, un à un, pour apposer leur signature au bas d'un document que nul n'avait osé imaginer. La reconnaissance officielle d'un gouvernement jugé illégitime quelques mois plus tôt. À l'extérieur, la foule retient son souffle, puis le tonnerre éclate. Cris, tambours, drapeaux improvisés. Les mots d'Ibrahim Traoré sont répétés comme un refrain. La reconnaissance vient de l'intérieur. En quelques minutes, les images envahissent les réseaux. Le monde découvre un Sahel qui ne s'excuse plus. Les chancelleries s'affolent. À Paris, on réunit un comité d'urgence. À Washington, les lignes sécurisées s'embrasent. Les marchés suspendent leurs ordres, les analystes hésitent sur la courbe du jour. Une fraction de % sur le prix de l'or suffit à signaler la panique. Le lendemain, les éditoriaux oscillent. Défi, espoir, dérive, les mots se cherchent, la narration hésite. Pendant ce temps, à Ouagadougou, la fête continue. Des musiciens de quartier jouent quand des enfants peignent les visages des héros du passé. Un vieil homme, micro à la main, proclame « Nous ne demandons plus, nous affirmons ». La capitale devient le centre d'un récit africain neuf. Puis vient le climax. Le lendemain de la signature, Ibrahim Traoré monte à la tribune. Son uniforme est simple, sa voix posée. Il déclare « Trop longtemps, on nous a fait croire que la légitimité devait venir de loin. Aujourd'hui, elle vient d'ici. » Silence, puis explosion. La salle se lève, les drapeaux s'agitent. Le monde chancelle un instant. Ce discours fera le tour du monde. Les répercussions suivent. Les bourses révisent leurs portefeuilles africains. Les institutions suspendent leurs programmes. 14 milliards de dollars d'accords commerciaux sont mis en pause. Les médias parlent d'une secousse diplomatique sans tir. Mais au Burkina Faso, la perception diffère. Pas une crise, une renaissance. 3 semaines plus tard, les effets concrets apparaissent. Les coopératives minières s'organisent. Les exportations d'or et de manganèse sont renégociées. Les revenus reviennent dans les caisses locales. Des étudiants créent des projets d'énergie solaire. Les fonctionnaires discutent budget national sans attendre le FMI. Un courant d'autonomie traverse la société. À Londres, un banquier murmure « Ce n'est pas la rébellion, c'est la maturité ». À Moscou, un diplomate note « Le Sahel a cessé de lire le livre occidental ». Et à Ouagadougou, la nuit s'illumine de lanternes, symbole d'une fierté retrouvée. Ce jour-là, la histoire s'est accélérée. La gravité du monde a légèrement changé, car lorsqu'un pays affirme qu'il n'a plus besoin d'autorisation pour exister, tout l'ordre établi vacille. Avant le 28 juin 2025, le Burkina Faso dépendait de 72% de financement extérieur pour équilibrer son budget annuel. Aujourd'hui, cette part est tombée à 48%, un glissement silencieux qui traduit une volonté, produire avant de demander. Cette variation de 24 points n'est pas qu'un chiffre comptable, elle marque la frontière entre assistance et autonomie. Les recettes intérieures ont progressé de 18 milliards de dollars sur l'exercice 2025, selon les estimations du ministère des Finances. Ce bond, porté par la nationalisation partielle des mines d'or et par la relocalisation des taxes à la source, constitue la colonne vertébrale du nouveau modèle. Un responsable économique confie « Chaque point gagné sur notre propre sol vaut 10 promesses venues d'ailleurs ». L'évolution du PIB en est la preuve. Loin des prévisions d'effondrement, la croissance annuelle a atteint 4,9%, défiant les scénarios de récession annoncés par plusieurs institutions occidentales. Chaque décimale de ce taux, expliquant les analystes, reflète un effet combiné. Rapatriement des bénéfices, consommation domestique et confiance sociale renouvelée. Mais les chiffres, ici, ne sont que la surface. Ce qui change réellement, c'est la direction du flux. L'argent qui partait vers les bailleurs revient vers les écoles, les hôpitaux, les infrastructures rurales. Des coopératives agricoles investissent dans des systèmes d'irrigation financés par la vente directe du coton nationalisé. Des ingénieurs burkinabés conçoivent des micro-réseaux électriques indépendants des grandes compagnies étrangères. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, la logique n'est pas la rupture, mais la redistribution. Récupérer les leviers, pas couper les ponts. Le FMI parle de expérience risquée. Les ONG évoquent une transition imprévisible. Pourtant,
Au cœur du pays, les marchés s'animent, les salaires publics se stabilisent et les transactions en monnaie locale augmentent. Ce n'est pas une révolution spectaculaire, c'est une reconversion organique. La baseline du système ancien, dépendance, flux sortant, déficit chronique, glisse peu à peu vers un delta d'équilibre. L'économie devient moins une question de taille qu'une question de propriété. Le capital symbolique, lui, grandit, la confiance. Un agriculteur de Kaya le résume ainsi. Avant, nous cultivions pour survivre, maintenant, pour participer. Ce sont ces nuances, ces décimales et ces récits mêlés qui redessinent l'identité du Sahel. Car lorsqu'un pays transforme ses ratios en histoire collective, il ne cherche plus la validation extérieure. Il crée sa propre métrique de réussite. Et c'est peut-être là le vrai changement. Une économie qui se mesure moins en chiffres qu'en fierté. Deux lectures s'affrontent depuis la reconnaissance du 28 juin 2025. La première, portée par de nombreuses chancelleries occidentales, voit dans l'expérience du Burkina Faso une dérive populiste masquée sous le vocabulaire de la souveraineté. Selon cette analyse, Ibrahim Traoré concentre trop de pouvoir, met en péril la stabilité régionale et alimente un précédent dangereux, celui d'États capables de se soustraire aux cadres internationaux tout en revendiquant la légitimité morale. La seconde lecture, défendue par nombre d'universitaires africains, présente au contraire cette trajectoire comme une maturation politique. Pour eux, il ne s'agit pas d'un rejet du monde, mais d'une reconfiguration des dépendances. Choisir ses partenariats plutôt que les subir. Là où l'Occident voit une fermeture, l'Afrique y lit un apprentissage de la symétrie. Les faits, eux, dessinent une position intermédiaire. Oui, le pays a restreint certaines coopérations militaires et suspendu des programmes d'aide, mais il a simultanément ouvert 10 nouveaux accords commerciaux intra-africains et asiatiques. Les sanctions financières imposées par l'Union européenne, estimées à 480 millions de dollars, ont paradoxalement renforcé l'investissement local. L'effet d'éviction attendu ne s'est pas produit, l'économie s'est recentrée, pas effondrée. Dans les rues de Ouagadougou, cette contradiction se vit autrement. Les débats radiophoniques évoquent moins la géopolitique que le pain quotidien. L'école, le prix du riz, la stabilité des salaires. Et là, le changement est tangible. Les enseignants sont payés à temps. Les coopératives agricoles fonctionnent sans bailleurs. Les médias nationaux se réapproprient la parole publique. Ainsi, la question n'est pas de savoir si Ibrahim Traoré est ce qu'il est populiste ou pragmatique, mais ce que révèle sa méthode. La possibilité qu'un État africain négocie d'égal à égal, même brièvement, avec un monde habitué à dicter. Le Stillman ici n'est pas la défense d'un homme, mais celle d'un principe, la souveraineté comme compétence collective. La stabilité devient subversive. Ce constat, prononcé à demi-mot par un économiste ouest-africain, a résumé tout le paradoxe de la situation. Alors que les modèles prédisant la chute du Burkina Faso s'effondraient, la constance de ces chiffres devenait une menace politique. L'instabilité, jadis prétexte à l'ingérence, se transformait en argument contre l'ordre établi. Ibrahim Traoré, lui, l'a compris plus vite que beaucoup. Son discours à l'Assemblée générale des Nations unies n'a pas cherché l'approbation. Il a tendu un miroir. Et la démocratie, a-t-il dit, ne peut pas exister sous tutelle économique. Une phrase courte, glaciale et pourtant lourde de siècles d'histoire. Les diplomates ont bougé sur leur siège, les caméras ont hésité à zoomer. Dans les heures qui ont suivi, la phrase s'est répandue sur les réseaux comme un signal clandestin. Des étudiants de Bamako, d'Accra et de Nairobi l'ont reprise, traduite, peinte sur les murs. La moitié du monde y a vu une provocation, l'autre moitié, une libération. Ce fut le milieu du récit, le moment où l'expérience d'un pays cessait d'être locale pour devenir miroir global. Et à cet instant précis, le nom du Burkina Faso se confondait avec celui d'une idée, croire en soi sans autorisation. À Ouagadougou, les effets du changement se traduisent d'abord par une réorganisation administrative. Les ministères, autrefois calibrés pour exécuter des programmes d'aide, ont revu leur logique budgétaire. Chaque projet doit désormais prouver son utilité interne avant d'attirer des fonds extérieurs. Les rapports de planification parlent de auto-mesure. Sous Ibrahim Traoré, la fonction publique s'est allégée mais aussi responsabilisée. Moins de formulaires, plus de comptes rendus publics et un audit citoyen trimestriel transmis par radio locale. Pour le secteur privé, le tournant a été brutal
mais fécond. Les sociétés d'import-export ont dû redéfinir leurs partenaires et leurs devises. Certaines ont disparu, d'autres ont ressurgi, ancrées dans le commerce intra-africain. Les chiffres parlent. Plus de 600 petites et moyennes entreprises se sont constituées entre 2025 et 2026, souvent avec des capitaux burkinabés réinvestis. Les anciens sous-traitants d'entreprises étrangères deviennent fournisseurs directs des coopératives minières locales. Cette renaissance entrepreneuriale traduit une logique simple. Fabriquer ici ce qui manquait ailleurs. Dans les rues, le changement se lit dans les habitudes. Les écoles rouvertes accueillent de nouveaux manuels écrits en mouré et en dioula. Les cliniques rurales disposent d'équipements achetés grâce aux recettes de l'or nationalisé. Un sondage publié par une université d'Accra indique que 68% des Burkinabés considèrent la réforme comme difficile mais nécessaire. Pour beaucoup, la souveraineté n'est plus un mot d'ordre, mais une expérience quotidienne. La stabilité du franc local, la présence d'électricité le soir, la fierté de dire « c'est à nous ». Là où d'autres voyaient un risque, eux perçoivent une dignité. Autour du Burkina Faso, la secousse a inspiré une contagion politique. Au Mali et au Niger, les gouvernements ont intensifié leur coopération économique avec Ouagadougou. Les échanges transfrontaliers ont augmenté de 35% en un an, selon les observatoires régionaux. Des délégations du Togo et du Ghana viennent étudier le modèle de micro-souveraineté. Mais cette influence suscite aussi des résistances. L'Union européenne surveille les flux d'investissement, tandis que Washington redéfinit ses priorités de sécurité dans le Sahel. Dans ce réseau de tensions et d'espérance, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un chef que comme un point de gravité. Ses discours circulent, traduits dans plusieurs langues africaines, repris dans les universités et les studios de musique. Les conséquences de son geste dépassent les frontières. Elle révèle une autre idée du progrès, fondée non sur l'aide, mais sur la cohérence. Car au fond, ce que le Burkina Faso a déclenché n'est pas une rupture, mais un écho, un rappel que l'indépendance, pour exister, doit d'abord s'exercer. Dans la trajectoire la plus probable, le Burkina Faso poursuit une stabilisation prudente. Les finances publiques se consolident lentement, la croissance reste modérée autour de 4 à 5%. Les partenariats intra-africains compensent partiellement la baisse de l'aide occidentale, mais la dépendance énergétique demeure un talon d'Achille. Ibrahim Traoré maintient un équilibre fragile entre discours souverainiste et pragmatisme économique, cherchant à rassurer sans reculer. Ce scénario repose sur une normalisation progressive, où le pays avance sans bruit mais sans renoncer. Dans la version haute, la dynamique enclenchée devient régionale. Le pacte du Sahel 2030 se concrétise en infrastructures, lignes électriques partagées, corridors commerciaux, harmonisation monétaire. Les capitaux asiatiques et arabes remplacent les subventions européennes. Les universités burkinabées accueillent des étudiants étrangers, les médias locaux exportent leur format. Sous ce ciel, Ibrahim Traoré incarne un tournant historique, non par sa figure seule, mais par l'institution d'un modèle reproductible, une Afrique des coopérations horizontales. Le pays devient laboratoire de résilience, et le continent son propre investisseur. L'hypothèse inverse évoque une spirale d'usure. Les sanctions se durcissent, les exportations chutent, les infrastructures peinent à suivre la demande sociale. Les tensions internes, administration fatiguée, élite inquiète, jeunesse impatiente, fissurent la cohésion. Dans ce cas, le discours de souveraineté risque de se figer en mythe et la méfiance extérieure d'étouffer l'élan intérieur. Ibrahim Traoré, contraint entre la fermeté et la concession, verrait son capital symbolique s'éroder. Entre ces trois chemins, une seule certitude, aucun modèle ne survit sans apprentissage. Le Burkina Faso doit maintenant prouver que l'indépendance n'est pas un slogan, mais une discipline. Penser librement ne suffit pas, il faut aussi savoir durer librement. Et dans cette endurance se joue la véritable mesure du changement. Dans les quartiers populaires de Ouagadougou, les discours officiels se traduisent en gestes simples. Une institutrice raconte que, pour la première fois depuis 10 ans, son école a reçu des manuels imprimés localement. Les enfants y lisent des histoires où les héros leur ressemblent. Dans un centre de santé du Sahel, un infirmier note que les médicaments arrivent sans retard.
payés non par l'aide internationale mais par le budget national. Ces petits miracles forment le vrai visage du changement. Pour les citoyens ordinaires, Ibrahim Traoré n'est plus seulement un président, il est devenu le symbole d'un possible. Non pas parce qu'il promet, mais parce qu'il incarne une cohérence, dire ce qu'on fait et le faire ici. Les conversations, dans les cafés ou sur les ondes, tournent autour d'une même idée. Et si nous pouvions, nous aussi, reconstruire sans attendre? Pour les jeunes urbains, cela signifie entreprendre, créer une marque locale, un média, une application utile à leur quartier. Pour les artisans, cela signifie valoriser les matières du pays, refuser la dépendance aux importations. Pour la diaspora, cela devient un appel discret. Revenir, investir, transmettre. La souveraineté dans cette perspective n'est pas une frontière, c'est une invitation. Les spécialistes diront que ces gestes sont symboliques, mais les symboles, au Burkina Faso, nourrissent les actes, et dans chaque conversation s'entend la même musique, celle d'un peuple qui réapprend à se faire confiance. Ce n'est pas un rêve collectif, c'est une discipline intime, parce que parfois, la révolution la plus durable commence par un simple changement de ton. Chaque ministère doit identifier, d'ici 6 mois, 3 sources de revenus internes capables de remplacer les aides suspendues. Les projets seront audités par un comité civil indépendant, présidé par des économistes locaux. La transparence devient non un objectif, mais un protocole. Les entreprises minières et agricoles devront publier la part de valeur ajoutée réinvestie dans le pays. Les régions productrices obtiendront une part fixe des bénéfices inscrites dans la loi budgétaire. C'est la promesse d'Ibrahim Traoré. Ce que nous extrayons doit d'abord nourrir nos enfants. Un nouveau programme scolaire, Burkina d'abord, enseigne l'histoire contemporaine à travers des réussites africaines. Les universités créent des chaires de gestion publique locale pour former les futurs cadres à gouverner sans dépendance. L'éducation devient la première infrastructure stratégique. Les ingénieurs nationaux doivent achever, avant 2027, le maillage de micro-réseaux solaires dans 10 provinces. Les résultats seront publiés en ligne, mesurés en kilowatts produits et en foyers connectés. Chaque progrès devient une donnée partagée. Les radios communautaires diffuseront les rapports trimestriels du gouvernement. La société civile contrôle les engagements, ligne par ligne. Le pouvoir, ici, n'est pas vertical. Il circule. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, la feuille de route n'est pas un plan technocratique, mais un pacte public. Et si cette méthode réussit, le Burkina Faso prouvera qu'une nation peut se gouverner à la lumière de ses propres chiffres. Dans la lumière du soir, la jeune diplomate du palais revoit encore les drapeaux se croiser dans la grande salle. Elle se souvient de la vibration du moment où le monde a cessé de regarder l'Afrique de haut. Au même instant, dans son atelier, l'orfèvre replie ses outils. L'or qu'il polit ne part plus vers les ports lointains, il servira à orner le fronton d'une aide d'école. 2 gestes simples, 2 destins qui se répondent, la parole et la main. Entre eux se tisse la trame d'une souveraineté vécue, pas proclamée. Et dans cette toile, le nom d'Ibrahim Traoré apparaît moins comme un drapeau que comme une passerelle. Il relie les chiffres au visage, la politique à la dignité. Le peuple, lentement, apprend à habiter sa propre histoire sans traducteur. Les anciens disent que l'indépendance ne se déclare pas, elle se cultive. Ici, elle germe dans le bruit des marchés, le rire des enfants, la poussière du Sahel. Là où jadis régnait la dépendance et l'attente, s'élève une patience nouvelle, celle d'un peuple qui sait que le futur ne se quémande pas, il se bâtit. Le Burkina Faso respire à son propre rythme. L'histoire du Burkina Faso n'est plus une chronique lointaine. Elle devient un miroir tendu au reste du monde. En choisissant de se définir par ses propres moyens, ce pays rappelle que la liberté n'est pas un privilège occidental, mais une pratique quotidienne. Ibrahim Traoré a simplement posé la question que beaucoup évitaient, qui accorde la légitimité, sinon ceux qui la vivent. Au-delà des drapeaux, c'est une leçon d'équilibre. Refuser la dépendance sans refuser le dialogue, chercher l'autonomie sans confondre isolement et fierté. Les révolutions visibles s'éteignent souvent. Les révolutions patientes, elles, laissent des traces durables. Et peut-être que la véritable modernité consiste à transformer la résistance en responsabilité. Ce soir, pendant que les lumières de Ouagadougou s'allument, d'autres peuples regardent en silence. Non pour imiter, mais pour comprendre. Parce que parfois, la plus grande question n'est pas qui domine, mais
Qui apprend à se tenir debout?